Bonjour et bienvenue sur le plateau de Cardio Online pour les JOSFC 2019. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Paul Albinck, qui est rythmologue à la clinique Pasteur de Toulouse. Et nous allons parler aujourd'hui de la fibrillation auriculaire en pratique clinique, la radiofréquence. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Emric. Alors on va peut-être commencer par refaire un point sur les indications validées d'ablation par radiofréquence en 2019. Alors aujourd'hui, les indications sont bien validées par des guidelines qui remontent de 2014, mais aussi par un comité d'experts qui en 2017 nous a donné des recommandations un peu plus précises, en sachant qu'on fait toujours la distinction entre trois formes de fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire paroxystique, la fibrillation auriculaire persistante et la fibrillation auriculaire persistante prolongée. En termes de fibrillation auriculaire paroxystique, peu de nouveautés. On sait que l'indication est retenue en classe 1A après échec d'un antiarythmique en alternative à la cordarone, et éventuellement en classe 2A après avoir expliqué aux patients vraiment le ratio risque-bénéfice de ce type de procédure. En termes de FA persistante, nous sommes en indication de classe toujours de type 2A, et en termes d'ablation de persistante prolongée, nous sommes en type 2B, mais ça uniquement pour l'abord endovasculaire. Effectivement, ces recommandations par ailleurs nous ont démontré qu'il y avait une possibilité chirurgicale de l'ablation de la FA, qui est bien codifiée en cas d'indication de chirurgie à cœur ouvert type remplacement valvulaire, ou quel que soit le type de FA, c'est une indication de classe 1A. En cas de chirurgie cardiaque non, avec uniquement des pontages, c'est des classifications de type 2B. Mais ce qui est intéressant, c'est pour la FA type, par exemple, long-lasting persistante, alors que c'est une indication de classe 2B en voie endocavitaire, c'est une indication de classe 2A en termes d'indication par voie chirurgicale. Par contre, il n'y a pas de bonne indication au jour d'aujourd'hui pour ce type d'ablation hybride pour la fibrillation auriculaire paroxystique en dehors de nécessité de correction chirurgicale. Donc au niveau des indications, peu d'évolution, en sachant qu'il y a des études qui ont été publiées en 2019, je pense qu'on va y revenir dessus, qui nous laissaient l'espoir de modifier un peu ces indications, mais on verra que cette étude, notamment l'étude Cabana, nous a un peu perturbé en termes de résultats. Justement, venons-en. On attendait l'étude Cabana depuis un certain temps et on voulait savoir si l'ablation de FA finalement arrive à améliorer la survie, arrive à améliorer les hospitalisations pour insuffisance cardiaque et les AVC. Qu'en est-il réellement? Alors, cette étude Cabana, qui est une étude multicentrique avec une randomisation d'un bras traité par ablation et un autre bras traité par traitement pharmacologique, soit contrôle de la fréquence, soit contrôle du rythme, n'a pas montré de bénéfice en termes de endpoint primaire sur la mortalité, sur le risque d'accident vasculaire cérébral, de saignement par rapport à l'ablation. C'est-à-dire que le traitement pharmacologique fait aussi bien que l'ablation. Par contre, ce qui fait noter, c'est que dans cette étude, il y a eu beaucoup de crossover. Et si on prend par contre les patients qui sont restés dans leur bras, c'est-à-dire en intention de traiter, à ce moment-là, ça devient significatif. Et effectivement, l'ablation en père-protocole, effectivement, l'ablation a démontré à ce moment-là qu'il y avait une diminution de l'endpoint primaire, qui était notamment la mortalité, le risque de saignement majeur ou d'accidents vasculaires cérébraux. Il ne faut pas oublier que cette étude, même si à ce jour elle n'a pas été publiée, ce qui montre un peu, je dirais, le problème des résultats de cette étude, il faut savoir l'analyser. Cette étude a toutefois démontré que 47% des patients qui étaient traités par ablation voyaient leur charge en fibrillation auriculaire diminuer et qu'il y avait quand même une diminution en intention de traiter d'un père-protocole de 33% du risque de mortalité. Donc cette étude, au fin de compte, si on en prend la finalité, n'est pas significative telle que ça avait été défini, mais si on arrive à prendre uniquement les patients qui ont été traités dans leurs bras, c'est positif. On peut se poser aussi la question, étant donné les registres qui montrent l'amélioration sur la mortalité des AVC, de l'ablation de la FA asymptomatique du sujet jeune. Alors, au jour d'aujourd'hui, cette indication d'ablation de la FA asymptomatique du sujet jeune, c'est une indication de classe 2B qui montre qu'on n'a pas encore défini l'indication formelle de ce type d'ablation. Alors, cette question est une question qui est pertinente parce qu'on n'arrête pas de nous dire depuis tout temps que la fibrillation auriculaire, et on prend l'étude fragmentante, montre une augmentation de la mortalité. Il y a une augmentation des AVC qui est imputable à la fibrillation auriculaire et il y a une symptomatologie qui peut survenir aussi dans le temps. Donc la question est-il, ne faut-il pas être, je dirais, préventif et proposer, même si ces patients asymptomatiques, l'ablation de la fibrillation auriculaire. Alors il y a eu 4 études qui avaient été effectuées il y a quelques années dans ce sens-là. Toutes ces études, même s'il s'agit d'études qui n'ont pas été randomisées, montrent le bienfait de faire une ablation à titre prophylaxique chez ce type de patients. Il n'en reste pas moins qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une indication de classe 2B
que l'on peut éventuellement proposer aux patients, et une fois de plus, mais quel que soit le type d'ablation qu'on pratique, en expliquant bien le ratio risque-bénéfice de ce type de procédure à ces patients-là. Très bien. Et est-ce que vous auriez peut-être un message important à faire passer aux cardiologues sur la radiofréquence? Je crois que depuis des années, on a un message qu'on doit faire passer à nos confrères. C'est un message qui est fort. Ne nous adressez pas les patients trop tard. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, l'ablation, que ce soit par cryoablation ou par radiofréquence, sans revenir sur la spécificité de chaque technique, a montré sa maturité. Les résultats sont bons pour la fibrillation auriculaire paroxystique et tout à fait corrects pour la FA persistante, mais on sait qu'une partie des patients qui font de la FA paroxystique vont évoluer vers la FA persistante. La FA paroxystique, c'est les veines pulmonaires. C'est aujourd'hui quelque chose qui est bien établi et qui donne de très très bons résultats. La FA persistante, souvent, il faut faire au-delà des veines pulmonaires et il n'y a pas encore de endpoint connu pour la prise en charge de ce type de patient. Honnêtement, je crois qu'après un essai thérapeutique d'un antiarythmique chez quelqu'un qui ne veut pas en première intention l'ablation de sa FA, si à échec de ce traitement pharmacologique, n'hésitez pas à adresser le patient à un centre qui fait l'ablation de la FA. Vous allez avoir un taux de succès qui va être important, avec au jour d'aujourd'hui dans les centres expérimentés un taux, je dirais, de complications qui est très très faible. Il est sûr qu'il y aura de nouvelles recommandations qui vont être publiées en 2020 et on peut se poser la question, même avec les résultats de l'étude Cabana, qui sont bien sûr un peu controversés, de savoir si l'indication de l'ablation de la FA en première intention ne va pas apparaître en classe 1A, versus d'emblée le traitement pharmacologique. Donc je crois qu'il y a un message qui doit passer auprès de nos confrères aujourd'hui. N'hésitez pas à adresser assez rapidement vos patients qui font de la FA paroxystique, notamment pour une ablation de la FA. Chez les patients qui font de la FA persistante, dites-vous qu'il y a un take-off qui est important. Au-delà de 2 ans, le taux de succès diminue. Donc là aussi, je crois que peut-être une cardioversion d'accord, mais ne vous acharnez pas à faire des cardioversions. Le patient a été cardioversé, il refait de la fibrillation auriculaire. Posez-vous la question de savoir si ce patient n'est pas redevable d'une ablation de sa FA. Eh bien, écoutez, je pense que c'est très clair. Merci beaucoup Jean-Paul. Émeric, merci beaucoup.